L'amour, c'est toujours quelque chose de captivant, donc ça nous intéresse, je pense, d'en connaître davantage parce que c'est pas toujours le cas. On n'apprend rien de l'amour, que ce soit à l'école ou que ce soit plus tard. Et il faut quand même avoir des compétences entre guillemets pour réussir là-dedans. Et je trouve que c'est vraiment important ce que tu fais. Voilà. Merci, merci beaucoup pour ce partage. Je rebondis rapidement sur ce que tu dis. C'est vrai que on apprend très très peu de bases théoriques sur l'amour parce que on est vraiment sur des choses qui sont, je vais pas dire expérimentales, mais il y a beaucoup de modèles qui sont complémentaires, mais il y a une très grande richesse. Il n'y a pas de consensus dans les différentes sources qu'on peut trouver. Donc c'est beaucoup de maïotique. On y va à tâtons. Il n'y a pas de modèle structurant. Et c'est justement ce qui va changer très prochainement et que j'ai envie de vous partager. Et auprès des personnes que j'ai pu déjà former, donc plutôt dans des milieux d'associations de coachs et de thérapeutes, il y a des méthodes structurantes que je vais vous partager, que j'ai mis 14 ans à construire. Et je vais vous en faire profiter pour un certain nombre ce soir, et puis d'autres aussi sur la deuxième masterclass. Donc merci, merci Carolina. Top. Bah écoutez, merci pour vos partages. On va démarrer. Alors, première question, enfin premier cadre, le monde a besoin de toi. Parce que comme le disait aussi bien Carolina, mais aussi José tout à l'heure, et ce que fait déjà Chaya à travers ses actions, peut-être que Isa, tu en ressentiras l'appel, eh bien, l'amour, c'est un sujet central pour chacun d'entre nous. C'est quelque chose qui nous fait vibrer, mais c'est aussi certaines choses, quelque chose qui peut faire souffrir par son absence certaines de nos sœurs et de nos frères en humanité. Et donc, l'idée, c'est comment on va faire pour les accompagner au mieux sur leur chemin, les soutenir pour que eux aussi, ils puissent être illuminés et rayonner cette belle énergie. Alors, le premier élément, c'est qu'il existe aujourd'hui, malheureusement, une épidémie de solitude. On a 38,6% de ménages qui sont dits célibataires en France. On a 7,2 millions d'utilisateurs d'applications de rencontres. Donc ça, c'est les chiffres en France en 2024. Et on a 17% de Français qui déclarent se sentir seuls, mais une solitude au sens de douloureux du terme. Donc c'est sachant qu'on a aussi cette forme de pudeur, ce qui fait que dans ce genre de chiffres, on a toujours ce qu'on appelle un biais de sous-déclaration. Donc la question, c'est comment on fait pour accompagner ceux qui aujourd'hui sont seuls, non pas par choix, mais dans une situation de douleur. Donc comment on peut faire pour les soutenir, pour qu'ils puissent eux aussi avoir tout simplement vivre ce lien qui est aussi magique et nourrissant. Le deuxième élément, c'est un besoin de réenchantement. Alors, ce qui vient de plusieurs choses. La première fois, c'est toujours des chiffres français. Désolé, José. Eh bien, on a 46% des couples qui sont divorcés, enfin, qui divorcent en France. Donc, c'est un chiffre qui est extrêmement important. On a 106 000 divorces par an. Et on a le croisement de deux phénomènes qui arrivent aujourd'hui qui ont un peu chatouillé, en fait, l'amour dans notre société. Le premier, c'est le concept d'hyper-réalité. Donc, hyper-réalité, c'est un concept qui est développé par Jean Baudrillard, qui est un sociologue qui nous explique que, à force d'être confronté au virtuel, donc que ça soit les réseaux sociaux, les films, les séries, eh bien, on en arrive à penser que le virtuel est plus réel que le réel. Donc, c'est un désalignement de notre conscience. Et donc, du coup, on attend parfois des choses qui n'existent pas. On attend, on a peut-être parfois une vision de l'amour qui n'intègre pas toute la réalité et la beauté du lien et de ce qu'elle peut avoir de vrai et d'ancré. Donc ça, c'est un premier sujet. Le deuxième, c'est aussi une dynamique de consumérisme, c'est-à-dire qu'on a tendance aujourd'hui à se dire, bon, ça marche pas, je jette. Si jamais l'objet que j'ai, le téléphone que j'ai, l'iPhone 16, qui est génialissime, eh bien, je sens qu'il est ralenti un peu, bah, je vais tout de suite commencer à regarder l'iPhone 17. Donc, on a cette logique qui s'applique à tous nos domaines de vie. Et donc là aussi, l'idée, c'est de pouvoir réaligner une vision qui est plus ancrée, plus humaine, plus lumineuse de nos relations. Donc, ces deux dimensions aussi qui viennent fragiliser aujourd'hui nos relations et l'invitation, c'est de pouvoir réenchanter l'amour. Et le troisième élément, Carolina en parlait tout à l'heure, aujourd'hui, on a essentiellement des coachings qui sont à l'aveugle. Pourquoi? Parce qu'on utilise la technique qui est la nôtre, donc celle des coachs, la maïotique, où on va venir poser des questions. Alors le souci, c'est que le fait de poser des questions a un certain nombre de limites quand on ne sait pas exactement où on veut aller.
parce qu'on n'a pas forcément cette compréhension de l'ensemble des mécanismes amoureux, et donc du coup, on va un peu tâtonner à l'aveugle en posant des questions et en recherchant la solution. Là, l'objectif, ça sera du coup de savoir exactement comment fonctionne le sentiment amoureux, comment fonctionne l'amour chez les personnes que l'on accompagne, et donc du coup de pouvoir poser des questions très ciblées, de pouvoir construire une stratégie d'accompagnement tout aussi efficace. Ensuite, il y a aussi d'autres choses qui fonctionnent très très bien. Donc l'imago, par exemple, qui permet aux deux partenaires d'échanger de rôles, de pouvoir voir la perspective de l'un de l'autre, de mettre de l'empathie dans le lien. Mais encore une fois, c'est un outil qui est très très bien. Mais si on veut vraiment avoir un accompagnement puissant, l'idée c'est de savoir ce qui se passe et d'avoir des fondations solides sur le qu'est-ce que l'amour. Donc voilà sur ce premier constat. Le deuxième élément que j'aimerais vous partager, c'est concrètement, c'est quoi le love coaching? Donc le love coaching, on peut distinguer trois grandes familles. La première, c'est le coaching en séduction. Donc là, l'objectif, ça va être d'accompagner des personnes alors il y a un peu de love coaching quand même dans le coaching en séduction, dans le sens où on va aider les personnes à gagner confiance en eux, à apprendre à s'aimer eux-mêmes, à gagner en assertivité et en confiance en soi. Mais l'essentiel du coaching en séduction, c'est de permettre à des personnes de sortir dans leur zone de confort, de venir rencontrer des personnes dans un certain nombre de cadres et les accompagner aussi à changer leurs croyances pour qu'ils puissent justement rencontrer naturellement et de manière fluide des personnes dans toutes circonstances. Si j'en parle d'une manière assez externe, c'est parce que le coaching en séduction, je ne le pratique pas. Vous aurez peut-être l'occasion d'échanger avec une coach en séduction à l'occasion d'un live le 12 février. Mais par contre, on y reviendra. Toutes ces prochaines dates qui vont nous suivre. Donc, si vous avez des questions spécifiques, vous pourrez lui poser. Le love coaching, donc ce que je pratique, eh bien, ça peut se faire en individuel ou en couple. Donc, essentiellement, c'est quoi? C'est accompagner la personne dans l'identification de qu'est-ce qui peut gratter, chatouiller, qu'est-ce qui peut être des freins, tout simplement en termes par exemple, de schémas récurrents qui va faire qu'une personne va reproduire finalement les mêmes schémas et ça va venir assombrir ses relations. Qu'est-ce qui fait que je manque peut-être d'alignement avec moi-même, aussi l'intelligence émotionnelle pour savoir qu'est-ce qui peut chatouiller. Donc voilà, permettre à la personne de se recentrer pour être libre de rencontrer une personne en résonance. Et également, on peut accompagner en love coaching individuel des personnes qui sont dans une dynamique de rencontre, donc les accompagner, les soutenir vers des rencontres qui sont saines, et également des personnes qui sont en couple, parce que les personnes qui sont en couple peuvent venir soit seules, soit à deux. Donc voilà les trois grandes familles de love coaching que l'on peut faire. Donc la séduction, qui est vraiment une niche très spécifique. En général, quand on dit love coaching, on pense directement coaching en séduction, mais en fait c'est une minorité. On a le love coaching, qui est un accompagnement plus global, plus holistique, avec soit une personne célibataire, soit une personne qui est en couple et qui vient seule ou à deux. Donc voilà les trois grandes familles du love coaching. Alors concrètement, le love coaching, comme tout coaching tout court, c'est un processus de transformation. On va accueillir une personne à un état A, entre guillemets, et on va l'amener vers un état, on va la soutenir à aller vers une autre situation. Donc on va la faire évoluer step by step. Alors concrètement, vous connaissez déjà ce schéma. On retrouve notre cher ami Hudson avec les quatre zones que vous connaissez déjà très bien, donc la croissance, la désynchronisation, le marasme et le renouveau. Ça, on peut le traduire en love coaching avec quatre grandes phases que l'on retrouve. La première, alors en général, on ne vient pas nous consulter pour la phase de croissance, qui là, en fait, on attend de nous un soutien ludique pour pouvoir venir amener du fun, du cadre, pour faire en sorte que le couple soit très solide. Alors là, on a une exception à la règle, parce qu'il s'avère qu'il y a des métiers qui font que on peut vraiment pratiquer cette phase-là, et c'est typiquement le métier de Shaya. Typiquement, quand on est wedding planner ou qu'on est matchmaker, eh bien, on est vraiment dans cette phase-là où on accompagne la relation à avoir toutes les clés, que ça soit de compréhension, de joie, et on fait tout ce qu'il faut pour que le couple soit solide dans la durée.
Donc voilà. Donc merci d'ailleurs, Chaya, pour ce que tu offres au monde. Ensuite, on évolue vers le coaching de couple. Donc là, c'est quand on commence à avoir des petites désynchronisations, des tensions, ou même si on est les meilleurs amis du monde, eh bien parfois on oublie un peu qu'on est aussi les meilleurs amants du monde. Et donc du coup, comment on fait pour réenchanter le lien entre les deux? Ensuite, on a, donc là je dézoome pour l'instant, on peut avoir également des personnes qui viennent de se séparer. Donc là, ce qu'on fait, c'est accompagner le deuil, le fait d'aider les personnes à reprendre pleinement leur estime d'eux-mêmes, le réempuissancement, pour le dire en français, qui permet de se réaligner avec qui je suis, qu'est-ce qui me met en joie, quels sont les projets de vie qui m'animent, et ensuite repartir vers de nouvelles rencontres pour trouver les personnes qui peuvent être en résonance, si c'est notre envie. Alors, dans ce cycle d'Hudson, il y a un mini Hudson, évidemment, qui est propre au couple, où le couple, en fait, est en évolution constante dans ce cycle d'Hudson, euh, malgré le fait que le lien reste plein et entier. On va y revenir. Alors, si on zoome un peu plus, on va se retrouver du coup avec ces cinq grandes phases que l'on retrouve en accompagnement. Et donc du coup, si on zoome sur l'une d'entre elles, eh bien, on va se retrouver avec plein de mini-étapes, par exemple, dans le deuil. Donc ici, on retrouve le choc, le déni, le marchandage, je ne les connais pas par cœur. Euh, donc le fait de vivre pleinement ses émotions, s'y connecter, le marasme, l'acceptation, la guérison, et ensuite le fait de cultiver sa joie. Donc ces éléments-là, à travers la reconstruction. Donc ces phases-là, chacune d'entre elles, eh bien, on peut venir accompagner notre client à travers ces différentes phases. Donc, l'objectif, c'est de comprendre exactement où en est notre client, d'établir de quoi il a besoin pour pouvoir avancer vers la phase suivante, pour pleinement la vivre et pleinement évoluer. Pour prendre un autre exemple, si jamais vous avez des personnes qui viennent avec cette envie de rencontrer des personnes, eh bien, on peut déjà se demander, est-ce qu'elles rencontrent suffisamment de personnes? Est-ce qu'elles rencontrent des personnes qui sont en lien et en résonance avec ce qui les appelle? Et ensuite, progresser étape par étape pour voir exactement qu'est-ce qui peut chatouiller dans sa capacité à rencontrer des personnes en résonance. Donc, on prend le sujet, on découpe, on identifie où la personne en est, où est-ce qu'on a envie de l'amener, et du coup, on accompagne et on soutient ce processus de transformation. Alors, je n'ai pas regardé si on a des choses dans le chat. Ok, donc pour l'instant, c'est bon. Vous n'hésitez pas à m'interrompre, que ça soit en audio, en chat, en pigeon voyageur, tout ce que vous voulez. Alors, du coup, l'invitation, c'est de devenir expert du fonctionnement amoureux. Donc, pour ce faire, je vais commencer par vous poser une question. Une question qui est une question simple hein, pour commencer. Selon vous, c'est quoi l'amour? Allez-y, il n'y a pas de mauvaise réponse de toute façon. Moi, je dis que c'est choisir quelqu'un même quand l'émotion est calme. L'amour, Hmm. c'est une décision vivante. Ce n'est pas juste un Waouh, sentiment. Les sentiments, ils vont, ils viennent. So, c'est juste tous les jours, il faut choisir les personnes. Ça, c'est le vrai amour. Quand tu leur choisis tous les jours, quand tu veux le bien de l'autre, autant que le tien, toi, pour compléter l'autre, ça, c'est pas facile. waouh, Euh, génial. Donc pour toi, l'amour est un choix et c'est génial. C'est parfait. Bah écoute, c'est littéralement le titre de l'un de mes chapitres dans mon livre. Donc l'amour est un choix, je suis 2000% d'accord avec toi. Génial. Merci Chaya. En fait, je trouve que l'amour, c'est quelque chose de simple, mais en même temps, Mhm. c'est complexe. C'est dans le sens où cet amour-là, c'est important de se le donner à soi. Et quand tu te le Hmm. donnes à toi, tu es plus en mesure d'être en relation avec quelqu'un d'autre. Tu sais. Te choisir pour après choisir l'autre. Et si l'autre fait la même chose, ben, c'est un match parfait, là, tu sais. De Waouh. s'accompagner mutuellement là-dedans. Là. Mm.
Bon, on sent que vous êtes des anciens de l'INA, hein. Il y a que il y a que des réponses exceptionnelles, c'est génial. Donc effectivement, comment aimer l'autre si on n'est pas capable de s'aimer soi-même? C'est génial. Merci de mettre ça en lumière. Merci José. Alors, je lis Isabelle qui nous dit, l'amour est un chemin que l'on construit et avant de pouvoir aimer, il faut s'aimer avant. Eh ben voilà, vous êtes totalement en résonance. C'était pour dire que j'étais vraiment d'accord avec tout ce qui avait été dit jusqu'ici. Donc, moi, tout ce que je peux dire, c'est un peu souligner tout ça en disant que peut-être l'amour, c'est une complémentarité, c'est en fait un double mouvement de don et de recevoir. C'est donner et Mmh. recevoir en même temps. Il faut pas rester passif ni dans l'un ni dans l'autre, mais être sujet actif de la relation. Donc, et c'est tous les jours. C'est tous les jours qu'il faut se battre, entre guillemets, hein. Mais se battre pour l'amour, c'est un joli titre aussi. Exactement, j'ai hâte de lire ton article de blog ou ce que tu pourrais nous partager sur ça. Effectivement, je crois que c'était Keanu Reeves, l'acteur, qui disait si on n'est pas prêt à se battre pour notre amour, alors du coup, pourquoi, qu'est-ce qui mériterait autrement de se battre chaque jour, comme tu le dis, pour faire le lien avec ce que disait Shaya tout à l'heure, eh bien, l'amour est un choix, c'est un choix de tous les instants, toutes les secondes et on va pouvoir y revenir. Alors, du coup, merci profondément pour vos partages, pour vos très jolis partages. Et en plus, on sent que vous êtes des coachinas, donc c'est parfait. Du coup, évidemment, tout est vrai. Donc, c'est peut-être le cas parmi les personnes qui vont nous regarder en replay. Eh bien, on peut avoir des définitions de l'amour qui sont très différentes. Certains vont de l'endroit d'un ressenti, certains vont venir d'un endroit d'une expérience. Donc, du coup, il y a autant de définitions de l'amour que de personnes sur Terre, parce qu'on a chacun une manière de le vivre différemment. C'est un peu comme si je vous disais, c'est quoi la définition de savourer un coucher de soleil? Ben, on va chacun avoir un ressenti particulier, la manière dont on va percevoir la beauté du ciel et du soleil qui commence à se coucher, la manière dont les rayons du soleil viennent caresser notre peau, sa chaleur. Chacun va avoir une- un ressenti différent. Donc nous, notre objectif en tant que professionnel, ça va être de vraiment repartir sur des bases neuroscientifiques. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Enfin, tout de suite d'ailleurs. Dès que j'aurai réussi à retrouver ma souris sur le bon écran. Hop, voilà, c'est parti. Alors, du coup, vous avez déjà commencé à répondre à la question et je pense que Carolina l'a parfaitement exprimé. Donc, du coup, la question que j'allais vous poser, c'est quoi l'amour, une émotion ou un sentiment? En vrai, vous y avez déjà répondu. Pourquoi? Parce que l'amour est un sentiment. Concrètement, qu'est-ce que c'est qu'un sentiment? C'est une empreinte d'une émotion dans notre système cognitif que l'on associe à un sujet. Donc, par exemple, je mange du chocolat. À chaque fois que je mange du chocolat, j'ai une décharge de neurotransmetteurs de joie. Et bien, du coup, j'associe ces décharges transmetteur et cette joie au chocolat. Donc, du coup, ça vient imprimer en moi, dans mon système cognitif, le fait que le chocolat, c'est trop bon. Donc, du coup, j'ai un sentiment positif associé au chocolat. Mais du coup, ce sentiment, c'est quoi? C'est une succession d'émotions. Donc, les émotions qui durent quelques secondes chacune, eh bien, c'est elles qui, émotion après émotion, vont venir imprimer leur empreinte dans notre système cognitif associé à un sujet. Et donc là où ça fait également le lien avec ce que nous disait Shaya, c'est que on peut également choisir d'imprimer plus ou moins une émotion. On peut choisir tout simplement d'aller vers une émotion plutôt qu'une autre. Et ça, c'est la qualité de notre attention. Et c'est en ça que l'amour est un choix, notamment. Il y a aussi d'autres choses qu'on peut choisir qui nous amènent à l'amour. Mais du coup, vous êtes tellement bon que vous avez anticipé la slide d'après. Parce que la question, c'était du coup, de quelle émotion l'amour est-il le sentiment? Alors, j'espère très franchement, pas la peur, pas la colère, pas la tristesse. C'est évidemment l'émotion qui vient de la joie. Donc, je sais que là, vous avez 4 émotions. On avait vu un modèle à 6 émotions avec Lina. Donc là, il manque la surprise et le dégoût. Mais en fait,
c'est parce que la surprise et le dégoût, même s'ils se sont développés sur des canaux neuronaux qui sont distincts, eh bien, découlent en fait des trois émotions messagères. Donc, je fais juste cette petite parenthèse parce que je sais que vous avez soif d'infos. En fait, le dégoût, c'est un croisement entre colère, peur, tristesse. Il y a les trois en fait, et la surprise est une évolution de la peur. Mais du coup, et qui peut être teintée évidemment de joie, mais la surprise en elle-même est une évolution à ce niveau-là. Bref, parenthèse fermée, on revient à l'amour, donc qui est un sentiment qui se construit sur la base de l'émotion de joie. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que l'amour, c'est l'ensemble de nos expériences, nos désirs et nos pensées de joie vers l'autre. Donc ça, c'est au niveau du sentiment. On parle encore une fois, on va y aller step by step. Donc ça, pour voir en quoi justement l'amour est un choix, comment ça peut se construire. Donc tout ça, on va y arriver après. Mais là, on est vraiment sur le premier step. On avance. Alors concrètement, si l'amour, c'est l'ensemble de nos expériences, nos désirs et nos pensées de joie vers l'autre, alors évidemment, on est ancré dans l'instant présent, mais pas que, parce qu'on parle d'une empreinte cognitive. Donc l'empreinte cognitive, elle n'est pas juste dans l'instant présent, elle vient se nourrir du passé et du futur. Alors comment ça se passe? Donc par le passé, ça va être l'ensemble de nos expériences vécues, donc nos expériences vécues avec la personne. Mais ça va être aussi, et c'est là où ça commence à devenir rigolo, la projection de nos schémas. Par exemple, si on rencontre une personne récemment, eh bien, on peut projeter sur elle, sur lui, des relations qu'on a pu avoir avec des ex-partenaires, ou encore la projection de schémas que l'on a vécu avec nos parents ou que l'on a vu chez nos parents. Donc du coup, cette empreinte qui va venir s'éveiller en nous par rapport à une personne, c'est pas juste par rapport à la personne du coup. Ça vient réactiver un ensemble de mémoires et de projections que l'on va avoir à l'intérieur de soi. Et il y a aussi un autre élément, donc qu'on appelle la balance du sentiment. C'est l'idée que quand parfois on peut avoir, c'est malheureux, mais c'est aussi notre métier de soutenir ces personnes-là, on peut avoir des personnes qui nous disent en toute authenticité, j'aime moins actuellement mon partenaire. En fait, ce que la personne peut vouloir dire, c'est que mon sentiment global envers mon partenaire est moins lumineux qu'avant. Mais si on le déconstruit, si on essaie de voir ce qu'il y a derrière, eh bien, ça peut vouloir dire que l'empreinte de mes joies est toujours aussi importante, mais par contre, je suis venu construire une charge d'autres sentiments, des sentiments de peur, de colère, de tristesse, et que du coup, la balance, en fait, est moins franche du côté de la lumière. On va y revenir, mais l'une de nos missions, du coup, ça va être de pouvoir nourrir des expériences de joie et venir écouter, exprimer, résoudre et guérir des sentiments de peur, colère, tristesse pour pouvoir renforcer le sentiment que l'on peut avoir envers une personne au global. Et ensuite, c'est aussi les désirs et les pensées futures. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je viens de rencontrer une personne, certaines personnes se sentent fortement en amour alors que finalement ils ne la connaissent à peine. Pourquoi? Eh bien parce que alors on peut parler des projections par rapport aux ex-relations et des parents et de tous ces archétypes qu'on s'est construits et qu'on projette sur l'autre, mais c'est surtout des désirs que l'on projette. Donc on va pouvoir tout à l'heure faire entre guillemets les grandes familles de ces désirs, mais pour l'instant ce que je vous invite à retenir, c'est que ce sont des projections d'un côté, et c'est ce qu'on a vécu, l'empreinte de ce qu'on a vécu de l'autre, soit directement avec la personne, soit avec des ex-relations et des parents qui peuvent venir se réactiver. Donc, l'amour, c'est l'empreinte de toutes nos joies vécues et projetées avec le ou la partenaire. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le sentiment global que l'on a envers quelqu'un, le ressenti global, c'est donc la balance entre le sentiment qui est l'ensemble de nos empreintes de joie et les sentiments qui sont issus de peur, colère, tristesse. Et évidemment, notre objectif, ça va être de soutenir le fait d'avoir de plus en plus de joie, de nourrir ces joies et de diminuer les autres. Ça, on l'a déjà dit. Alors, concrètement, j'ai envie de vous poser une question, même si José a déjà la réponse.
mais elle avait déjà la réponse la première fois que je l'ai posée parce que elle était déjà à fond. Eh bien, quelle est pour vous la définition du désir? Est-ce que c'est plutôt du manque ou est-ce que c'est plutôt de la jouissance? Alors, je définis ce que c'est que jouissance. C'est la capacité de profiter pleinement et d'avoir de la joie avec ce que l'on a là, maintenant, tout de suite, à l'instant présent. La réponse, évidemment, Carolina, tu as raison, c'est le manque, mais c'est aussi la jouissance. Et donc pour ça, je vais faire dialoguer deux de nos amis qui n'ont pas forcément vécu à la même période, mais du coup, ça va être l'occasion pour eux de discuter. Le premier, c'est notre cher ami Platon. Alors, ce que nous dit Platon, c'est que la définition du désir, donc encore une fois, on ne parle pas de l'amour, donc c'est le désir, c'est un moteur en fait du vivant. C'est vrai que si vous voulez, je pourrais peut-être définir le qu'est-ce que c'est que le désir au sens large, mais le désir, nous dit Platon, c'est le manque. Donc concrètement, ce que l'on n'a pas, ce que l'on n'est pas, ce dont on manque, voilà les objets du désir. C'est ce que nous disait Platon. Alors, du coup, c'était une vision assez triste, même si concrètement c'est vrai. C'est-à-dire que, par exemple, je rêve d'avoir un iPhone, l'iPhone 42. J'en ai toujours rêvé. En plus, c'est une révolution, comme chacun qui sort. Et donc, du coup, je le veux, je le désire, je manque, je brûle de son absence. Et quand j'arrive à avoir à peu près le PIB des États-Unis que je paye pour réussir à avoir mon iPhone, et ben finalement, bah, je le désire plus du tout. Je le désire plus tout simplement parce qu'il est déjà dans ma poche. Donc du coup, on a un certain Arthur Schopenhauer qui avait une vision assez triste des choses, qui nous disait que finalement, le désir, donc le désir qui était entendu comme étant que le manque, était une oscillation entre la souffrance et l'ennui. Donc la souffrance de ne pas avoir ce qui me manque et l'ennui bah, d'avoir ce que je désirais avant, mais maintenant je ne désire plus vu que j'ai déjà. Donc du coup, cette définition, elle est vraie, mais franchement, c'est triste si c'était que ça. Et d'ailleurs, on a un philosophe que j'aime beaucoup, oula, on est allé trop vite, qui s'appelle André Comte-Sponville, qui nous dit que finalement, c'est facile d'être en manque. N'importe qui peut manquer de quelque chose, mais par contre, c'est quand même beaucoup plus délicat de pouvoir savourer ce que l'on a déjà. Et c'est justement ce que vient nous dire Spinoza. Donc Spinoza, lui, va nous dire que il y a une différence en termes de désir entre la faim et l'appétit. Donc typiquement, là où, admettons que là j'ai faim, je viens de prendre un train, j'ai vraiment cette faim qui est en moi, donc je vais me jeter sur un sandwich à 36 000 euros de la SNCF avec 96% de pain et une feuille de salade. Et donc, du coup, je vais le trouver extraordinaire, ce sandwich, parce que j'en manquais, j'avais vraiment faim. Par contre, une fois que j'ai terminé, bon, ça va pas forcément me laisser un souvenir exceptionnel, mais au-delà de ça, je vais pas m'en reprendre un deuxième par gourmandise. Alors que l'idée de l'appétit, c'est que même si je n'ai pas faim, même si c'est déjà quelque chose que j'ai toujours eu et que j'apprécie, eh bien, je vais prendre plaisir à le consommer. Par exemple, du chocolat sous votre forme préférée. Chacune de ces bouchées, même si je suis déjà repu, même si j'en ai déjà mangé, eh bien, je vais pouvoir savourer chacune des bouchées. Et pour reprendre une autre analogie, peut-être un peu plus respectueuse de mes élans de régime personnel, on va pouvoir prendre par exemple la musique. Un musicien qui rentre voir son instrument, eh bien, au début, son instrument lui manque. Il va commencer à jouer, mais s'il s'arrête pas au bout d'une demi-heure, mais qu'il va passer toute la journée, toute la soirée, toute la nuit à être dans son état de flow et à savourer et à prendre plaisir à jouer, c'est parce qu'il y a autre chose qui se joue. C'est pas juste une question de manque, c'est aussi parce que l'action même de jouer lui procure du plaisir. Et c'est ce que Spinoza appelle la puissance en jouissance, c'est-à-dire la puissance, donc dans la notion de puissance, on a la notion d'attention, de pouvoir prendre plaisir à faire quelque chose que l'on a déjà et qui ne nous manque pas.
Donc concrètement, la puissance en jouissance, c'est l'attention consciente qui permet de savourer les joies que la vie nous offre. Alors, je vous invite aussi, donc je vais aussi vous partager une autre notion. C'est juste que là, j'essaie vraiment de condenser vu qu'on a que 2 heures. Donc, il y a deux types aussi, il y a deux modalités plutôt de désir. Il y a le désir sûr et le désir vert. Donc, la différence, c'est que le désir sûr, j'ai envie de quelque chose par rapport à un ou une partenaire. Je vais prendre un exemple concret, le massage. Donc, quand on fait un massage à une personne, on a parfois cette envie d'explorer son corps. Au-delà de de cette envie de connaître quelles sont les joies, qu'est-ce qui lui ferait du bien, peut-être un massage crânien, peut-être les épaules, etc. Donc, du coup, on va se laisser embarquer par notre propre désir plutôt que par notre envie de co-construire une joie avec notre partenaire, d'être au service, de pouvoir jouer à cette rencontre entre les deux joies de l'un et de l'autre. Donc, l'un des désirs, l'une des modalités du désir, le désir sûr, est un désir immature qui cherche à prendre, alors que le désir vert, eh bien, va plutôt chercher tout simplement à se dire, tiens, j'ai cette envie, j'ai ce désir, cet élan de joie. J'ai aussi envie de connaître toi, tes envies, tes désirs, tes élans de joie. Et viens, on co-construit ensemble, on va vivre ensemble ce qui est à la croisée des deux. Donc là, on est sur un désir qui est mature, un désir qui co-construit, un désir à la croisée plutôt qu'un désir sûr, qui est un désir qui va venir prendre. Alors, je vous propose de continuer à avancer si jusque-là c'est clair pour vous. Alors, autre question, selon vous, c'est quoi ce qu'on appelle, ce qu'on entend parfois parler de pseudo-amour? Voilà. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette expression? Si oui, qu'est-ce que ça résonne? Donc, je vous propose deux réponses possibles. Donc, la première, c'est que je pensais l'aimer, mais en fait, non. Non, c'est finalement plus trop. Et l'autre, le partenaire qui serait finalement l'objet de projection de mes désirs, mais que je vois pas comme un sujet. Je le vois plutôt comme la personne à qui je vais habiller finalement l'ensemble de mes projections et de mes désirs. Qu'est-ce qui résonne le plus pour vous? C'est pas tant l'autre que j'aime en tant que sujet, donc sujet, c'est-à-dire en tant que personne, mais en tant qu'objet qui permet finalement de répondre à mes envies, de répondre à mes attentes, de répondre à mes projections, d'être finalement, je vais être un peu violent dans la formule, mais ça permet d'illustrer finalement un genre de mannequin, de pantin que je vais venir habiller du costume de tout ce que j'ai envie dans une relation. Donc, pour l'illustrer, parce que là, je vais plutôt vous raconter une histoire. En fait, c'est un concept qui a été construit par un rave, dont je vais vous retrouver le nom aussi, parce que j'ai une mémoire de poisson rouge, et ça tombe bien, parce que c'est une histoire de poisson. Donc, le rave Abraham Tversky, qui nous parle donc du fish love. Donc, concrètement, dans la petite histoire, il va retrouver l'un de ses élèves qui sort d'une poissonnerie en lui disant, ah bah tiens, t'as acheté du poisson, et là, son élève lui dit, oui, j'aime le poisson. Ah, là, il y a son petit côté taquin qui ressort. Il dit, ah oui, tu aimes le poisson. Oui, j'adore ça, cuisiner comme ci, comme ça. Ok, génial. Alors par contre, quand tu dis que tu aimes le poisson, parce que là, tu as quand même payé quelqu'un qui l'a sorti de son environnement, qui l'a tué, qui l'a conditionné, tu vas venir le cuire, tu vas le manger. Bah, j'espère que tu m'aimes pas de la même manière. Et donc là, il lui dit que en réalité, c'est pas le poisson que tu aimes, c'est toi que tu aimes à travers le poisson. En fait, tu aimes ce que te fait ressentir le poisson. Et cette distinction-là, donc qui est dite du fish love, eh bien, qui est son analogie, illustre parfaitement le pseudo-amour. La différence entre je t'aime tel que tu es, pour ce que tu es, peu importe si tu réponds à mes désirs ou pas, si on est en relation ou pas, juste tu existes, je suis heureux que tu existes et j'ai envie de soutenir ton chemin. J'ai cet élan aussi d'être en relation, mais si c'est pas le cas, c'est ok. Euh, et, euh, et donc du coup, voilà la distinction entre les deux et on retrouve justement à partir de ça les deux dimensions fondamentales de l'amour. La première dimension fondamentale, c'est l'amour-désir. J'ai
J'ai envie de partager des joies avec l'autre. Donc, ça va être une grande famille dans laquelle on va retrouver plein de sous-dimensions. Donc, la première, c'est donc cet amour-désir. Mais s'il n'y avait que l'amour-désir, eh bien, on irait directement sur le fish love, sur cette consommation de l'autre. Donc, il faut le modérer par autre chose. Enfin, modérer, c'est pas le bon mot. Il y a une deuxième dimension qui vient construire un amour solide et sain. Et cette deuxième dimension, c'est l'amour altruiste. C'est en fait la fondation qui doit se dire que même si tu réponds pas à mes attentes, même si tu réponds pas à mes projections, même si tu ne réponds pas à un certain nombre de choses, même si on n'est pas en relation d'ailleurs, la base principale, c'est que je suis heureux que tu existes, que je suis en joie du fait que tu puisses être heureux, faire tes différents projets. Juste le fait que tu existes et que tu rayonnes au monde me met en joie et je suis en absolu respect de ton intégrité, de ta liberté. Donc ça, c'est un premier step sur lequel on va venir construire et partager nos amours-désirs. Donc finalement, c'est la fondation. Ce qui nous amène à une définition de l'amour qui pourrait dire que dire je t'aime, c'est cet amour altruiste, donc merci d'exister, que ta seule présence, chaque nuance de toi m'émerveille, chacune de tes joies, te voir te réaliser me comble de joie. J'embrasse toutes les parts de toi, tel que tu es, inconditionnellement. Qu'on soit en relation ou pas, que tu correspondes à mes attentes ou pas, que j'avais envie de faire ça, mais toi, tu n'avais pas cette envie, c'est OK et c'est totalement normal. Dans un deuxième temps, je vais avoir des amours-désirs, donc je vais projeter des désirs vers l'autre. Donc là, je vais avoir un élan profond, irrésistible qui m'appelle à toi de tout mon être, l'appel de ton regard, le frisson de ton souffle, et j'ai envie que l'on puisse partager cette connexion. Donc ça, pour l'instant, on n'est pas en relation. J'ai un appel, j'ai un désir vers l'autre, mais un désir qui est pas encore accompli. Et enfin, je vais avoir le troisième niveau de la définition de je t'aime, qui est lorsque ce désir est partagé. Donc on est dans la relation, quelle que soit la modalité de relation, ça, on pourra y revenir si c'est un sujet qui vous intéresse dans la masterclass 2. Donc l'idée, c'est que on a chacun des désirs l'un envers l'autre, donc on va tisser à deux nos joies, nos projets, vivre ensemble ces désirs dans la gratitude de partager nos vies et vibrer ensemble, d'être l'un pour l'autre notre essentiel. Donc, ce qu'on entend par ça, c'est que l'amour est un choix de chacun des instants, et que on va venir se choisir finalement seconde après seconde, parce que à chaque moment, on a ce choix d'aller faire l'une de ces émotions qui va durer quelques secondes, qui va venir construire au fur et à mesure ce qui sera notre sentiment d'amour. Donc on retrouve bienveillance, altruisme, gratitude dans cette fondation qui est l'amour altruiste, qui a un petit nom, agapé, on va y revenir, et ensuite l'ensemble de ces amours désirs, donc contribution, soutien, partage. Si on doit récapituler du coup ce qu'on a vu ensemble, eh bien on se dit que le ressenti envers une personne, c'est en fait la somme de tous nos sentiments envers cette personne. Donc, on a des sentiments de joie, on a des sentiments de colère, de peur, de tristesse, et c'est OK, et c'est normal. Le sujet, c'est avant tout de pouvoir y répondre parce que chacune de ces tensions a un message. Je vous apprends rien, c'est littéralement notre métier en tant que coach. Et donc, du coup, l'idée, c'est de venir écouter cette émotion. Là, déjà, on baisse la charge émotionnelle et ensuite de pouvoir y répondre, de comprendre pourquoi et de faire en sorte que chacune de ces tensions vient en fait renforcer le lien et nous rapprocher de notre idéal commun. Donc, mission 1, on cultive les joies, on dénoue les tensions au service d'une relation plus solide. Génial. Donc, le désir est le fruit de deux dimensions. La première, c'est le manque. Donc, le manque, on va aller le chercher en créant un espace désirant. Parce que si on est un couple fusionnel,
Je vais à l'extrême. On travaille chacun, tous les deux à la maison, on passe notre temps sur le même canapé à travailler ensemble et on sort jamais. Eh bien, on ne crée pas de manque. On ne crée pas d'espace désirant. Donc, on va aller le chercher, on va aller le créer. Donc, comment on fait pour remettre du manque, pour qu'on puisse se retrouver après s'être manqué et en créant justement des activités et des partages que l'on va pouvoir faire pour nourrir l'espace commun. Il y a aussi une autre dynamique qui est fondamentale, que l'on pense en général réservée aux célibataires, alors qu'il est encore plus importante en couple, c'est le flirt. Donc le flirt, on va pouvoir aller plus loin dans l'explication de qu'est-ce que c'est que le flirt et comment ça marche dans la deuxième masterclass, mais c'est aussi une dynamique essentielle au manque. Et de l'autre côté, on va avoir le désir jouissance. Donc le désir jouissance, il se nourrit de l'attention. Donc concrètement, si jamais on a un dîner en tête-à-tête avec son ou sa chérie, mais que dans sa tête, eh bien, on pense zut, il y a les impôts à gérer. Est-ce que j'ai oublié le chat dans le four? Je suis pas du tout dans l'instant présent. Donc du coup, cette capacité à pleinement savourer ce qui est là, je l'ai pas parce que ma tête en fait est là ailleurs. Et de l'autre côté, la gratitude aussi, donc qu'on pourrait traduire par le fait de reconnaître la chance que l'on a d'avoir cette personne dans notre vie, que cette personne a choisi d'être dans notre vie, parce que c'est un choix, et de la même manière que cette personne-là est heureuse et chanceuse d'être dans la nôtre. Donc on peut dire que le désir, c'est donc le manque, la jouissance, que ça se cultive ensemble. On va voir ensemble plus en détail concrètement comment fonctionne le sentiment d'amour. Alors aujourd'hui, vous avez plein de modèles qui existent, des sociologues, des psychologues, mais chacun d'entre eux ont un certain nombre de limites. Et je me suis amusé, au fil de 14 années de travail, de venir construire un système qui est consolidé. Et j'ai utilisé les mots d'amour grec. Il y en a, il me semble, quelque chose comme un peu plus d'une quinzaine qui sont différents. Et là, l'idée, c'est d'explorer les 5 dimensions fondamentales d'amour que j'ai pu éprouver à travers les personnes que j'ai pu former et les personnes que j'ai pu accompagner. Alors là, vous avez les 5 dimensions d'amour, le schéma qui les représente, mais vous allez me dire, avec ça, on n'est pas plus avancé, on va venir les explorer un par un. Donc juste pour les nommer, histoire que vous prépariez à accueillir leurs noms dans le détail, on a Eros, Philia, Pragma, Storge et Agapé. Agapé, petit spoiler, vous le connaissez déjà, parce que c'est l'amour altruiste, tout simplement. On va commencer par Eros. J'hésite à vous dire que je suis un peu pudique, mais en même temps, c'est aussi notre métier de pouvoir parler de ces choses-là. Donc, Eros représente les dimensions de sensualité et de sexualité. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est la seule dimension qui est exclusive à la relation amoureuse. On va pouvoir retrouver les 4 autres dimensions dans plein d'autres domaines de vie, avec la famille, avec les amis, avec le travail, dans nos relations professionnelles, etc. Bien évidemment à des degrés et des dimensions différentes. Mais ici, la dimension éros de l'amour, c'est la seule dimension que l'on va retrouver exclusivement dans le lien amoureux. Donc concrètement, c'est la dimension sensuelle et sexuelle qui va venir agréger toutes nos attirances purement physiques et sexuelles envers l'autre. Encore une fois, cette attirance-là, c'est un petit atome de joie qui va venir se cumuler les uns les autres. On a dans cette notion d'attirance les anticipations de plaisir sensuel et sexuel qu'on va nourrir notamment par nos pensées, le flirt, donc tout ce qui va venir nourrir le désir. Donc on est sur une joie potentielle, on est sur une projection de joie. Et ensuite, on va avoir aussi les expériences vécues de plaisir sensuel et sexuel qu'on va venir associer à un partenaire. Donc d'un côté, on va avoir des joies qui sont vécues, et de l'autre côté, on va avoir des joies qui sont potentielles justement à travers notamment le flirt, qui est un peu l'art et le jeu de venir nourrir cet imaginaire commun avant de pouvoir profiter d'un moment à deux. Donc, ce que je vous invite à comprendre, donc pour Eros, mais également sur les autres dimensions, c'est que la dimension d'Eros, c'est la somme de toutes les joies qui sont spécifiques à cette dimension, donc sensualité et sexualité. Et c'est aussi pour ça que c'est très important de pouvoir le cultiver, parce que c'est la seule dimension dans laquelle ça peut s'exprimer. Si jamais on laisse, comme
trop souvent, mais après, il y a des vraies raisons qu'on va voir d'un point de vue neuroscientifique dans la masterclass prochaine sur pourquoi Eros s'éteint avec le temps. Il y a une raison, la raison elle est biologique, on la connaît et on a cette capacité de pouvoir la transcender et de tricher un peu pour faire en sorte que ça soit durable. Mais ce serait vraiment trop dommage que la seule relation où on a cette capacité en intégrité d'exprimer cette dimension, eh bien ça s'éteint. Donc là, c'est vraiment l'une de nos missions majeures. Comment on fait pour soutenir, pour réallumer, pour cultiver Eros dans la relation amoureuse. On passe à la deuxième dimension qui est Storgé. Donc Storgé, c'est l'intime et l'attachement. Donc concrètement, quand on parle d'intime, la définition de l'intime, c'est la capacité de se sentir pleinement soi ensemble. Parce qu'en général, quand on est avec une autre personne, on a des masques. On se sent pas forcément à l'aise, on se sent pas en sécurité, on se sent pas en confiance parce qu'on se dit bon bah voilà, si jamais je commence à mettre un slip sur la tête et à courir dans la pièce, bah du coup je risque d'être légèrement jugé. Alors que là, pas du tout. L'objectif, c'est de pouvoir créer un espace où on peut être pleinement soi dans toute sa folie et être accueilli et de pouvoir finalement avoir cette rencontre de nos deux enfants intérieurs dans leur innocence, dans la sécurité, dans la confiance et qu'on peut avoir. Storgé se nourrit en fait initialement de cette acceptation inconditionnelle, de cet amour inconditionnel que l'on a lorsqu'on est enfant, associé à sa mère d'abord, et ensuite avec les deux parents, quand tout se passe bien. Et donc, on a deux versants dans cet orgée, dans cet amour intime. Donc, on a le yin et le yang. Donc, je vais pas rentrer trop dans le détail parce que le Tao du couple, ça serait une journée de formation à part. Mais pour l'essentiel, l'idée, c'est qu'on va avoir d'un côté le yang, qui est plutôt une expression de puissance, plutôt un instinct de protection, qui va venir chérir, soutenir. Donc là, en l'occurrence, dans la relation maternelle, ça sera plutôt la mère. Et ensuite, on va avoir le yin, qui est plutôt une posture réceptive qui va accueillir, qui va pouvoir se libérer du fardeau, de tout ce qu'il y a à faire, etc. Et juste accueillir le soutien, se sentir enveloppé, se sentir protégé, se sentir soutenu, mais aussi pouvoir accueillir les initiatives des uns et des autres. Petit teaser sur le Tao du couple. En gros, l'idée, c'est que dans une relation, je regarde, on est comment en timing? Ok, on est bon. Dans une relation, eh bien, si on est tous les deux en yang tout le temps, c'est-à-dire tous les deux euh, moteur, force de proposition, etc., il y a un moment où on va se rentrer dedans. Si jamais on est tous les deux yin, c'est-à-dire passif, attentif, dans une énergie plutôt qui a besoin d'être soutenue, eh bien, il y a un moment où on va se laisser tomber dans une forme de passivité et le couple va peut-être être très câlin, très collé l'un à l'autre, mais par contre le couple va s'éteindre parce que ça va manquer de feu. Donc l'idée, c'est de pouvoir reprendre une danse entre une posture yang qui va être plus une posture de proposition et une posture yin qui sera plus dans une posture de soutien qui va venir accueillir la proposition et suivre, et ensuite de changer de posture. Celui qui était en yin, en yang passe en yin de manière fluide au fur et à mesure des éléments. Bien souvent, on se retrouve avec des couples qui sont bloqués dans l'une ou dans l'autre position, avec des personnes qui sont verrouillées en yang, des personnes qui sont verrouillées en yin, qui n'arrivent pas à reprendre cette alternance qui est fluide, ou tout simplement des couples yang-yang et yin-yin. Et l'objectif aussi, c'est de pouvoir soutenir ça. Ça s'appelle le Tao du couple, et c'est encore un autre sujet qui est extrêmement riche et passionnant. Donc, on retrouve la définition de tout à l'heure. Donc, la définition de l'intime, c'est pouvoir être pleinement soi, ensemble, le cœur ouvert et détendu. Et donc, cette intimité a besoin de sécurité, a besoin de confiance, a besoin de non-jugement parce que ça va venir permettre de lâcher prise, la reconnexion à cet enfant intérieur qui va pouvoir pleinement être là présent, en capacité de communiquer sur ses envies, sur ses pensées les plus intimes, sur ses émotions. Et donc, voilà. Et on retrouve également les schémas parentaux. Parce que ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que ça vient se nourrir d'une empreinte qui est l'empreinte de nos relations à nos parents, donc la mère, le père. Et du coup, vu qu'ils structurent vraiment notre relation d'amour, et bien souvent, on va venir retrouver des schémas
parce que notre relation à nos parents s'est passée d'une certaine manière, donc on aura tendance à rechercher instinctivement, inconsciemment, le même type de relation, même si ils sont parfois malsains. Et donc du coup, on va venir regarder euh, qu'est-ce qui se joue dans les schémas répétitifs à ce niveau-là. Typiquement, quand on dit que peut-être qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour, mais il faut faire 6 câlins par jour pour vraiment être nourri, en fait, c'est cette dimension-là de Storge. Donc, euh, donc voilà pour cette dimension. On avance vers la troisième dimension, qui est toujours une sous-dimension de nos amours-désirs. Eh bien, c'est pragma. Donc, pragma, concrètement, c'est en quoi l'autre permet nos désirs, est un catalyseur de nos désirs. Je vais utiliser une formule que vous connaissez bien, Alina, parce qu'on l'utilise aussi pour les croyances. On pourrait dire que pragma, sa définition, c'est qu'est-ce que mon partenaire incarne, catalyse, me permet d'être ou de faire. Donc, je vais prendre un exemple tout bête. Le seul fait de se dire que je suis célibataire, que la personne en face de moi est célibataire aussi et qu'elle est ouverte à une relation avec moi, l'autre me permet d'être en couple alors que c'est l'un de mes objectifs, eh bien, ça déjà, c'est du pragma. Si jamais on prend un exemple qui est un peu plus complexe, un peu moins universel, j'ai eu l'exemple d'une personne que j'ai pu accompagner qui était circassienne, donc voltigeuse professionnelle. Et en fait, quand on fait de la voltige, on a besoin de vraiment très très bien connaître son partenaire. Et en plus, on a des figures, on a des choses qui sont très intimes en termes de contact physique et de sensualité. Même si en tout professionnel, on peut vouloir distinguer les choses, mais on peut aussi avoir envie d'une relation où le toucher sensuel est exclusivement du domaine de la relation. Donc, son envie, c'était d'avoir un partenaire de vie, amoureux, qui partage également cette même envie, cette même passion pour qu'elle puisse ne pas à chaque fois réapprendre avec un nouveau partenaire de cirque les différentes choses qui nécessitent de se connaître par cœur et de se synchroniser et aussi de pouvoir avoir un espace sécure où cette proximité sensuelle finalement est partagée avec l'homme qui partage sa vie parce que c'est beaucoup plus OK pour elle, son système de valeurs et la relation qu'elle souhaite construire. Là encore, on est sur du pragma. Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que mon partenaire incarne, catalyse, me permet d'être ou de faire? On continue. Donc avec pragma, on a nos systèmes de valeurs, par exemple. Donc l'objectif, c'est pas du tout d'avoir les mêmes valeurs, évidemment, mais d'avoir des valeurs qui sont compatibles par rapport à ce qu'on a envie de construire. On peut aussi étudier pragma avec la pyramide de Maslow pour voir les différentes compatibilités, encore une fois, entre les uns et les autres. Et on a aussi un système qui s'appelle le système des priorités relationnelles, qui nous permet de voir, par exemple, pour vous en citer quelques-uns, est-ce que oui ou non, j'ai envie d'avoir des enfants? Est-ce que si la réponse est oui, est-ce que c'est tout de suite? Est-ce que c'est dans quelques années? Ou encore, est-ce que je préfère avoir une grande maison à la campagne ou avoir un petit appartement en centre-ville à côté de tout le feu de ce qui peut exister en ville avec toutes les activités? Là encore, c'est des priorités de vie qui peuvent venir impacter les choses d'une manière encore plus fondamentale sur le cadre de la relation. Est-ce que je veux une relation monogame exclusive? Est-ce que je veux une relation sensuellement exclusive? Est-ce que je veux une relation sexuellement exclusive? Donc voilà, ça fait aussi partie des éléments. Il y a 5 grandes dimensions de priorité relationnelle qu'on peut venir explorer sur les différents thèmes. Je vais pas perdre de temps dessus parce que la masterclass est riche, mais voilà, en quoi l'autre incarne, catalyse et me permet d'être ou de faire. Petite mention, la bulle spéculative de pragma. C'est hyper important. Quand on rencontre une personne, eh bien, on a tendance à projeter sur l'autre, de ne pas voir l'autre et de ne pas forcément aimer l'autre exclusivement pour ce qu'il est, mais aussi d'habiller nos désirs, nos projections sur l'autre. On ne voit pas tant l'autre totalement pour ce qu'il est, mais on le voit aussi à travers le filtre de nos fantasmes et de nos projections et de nos envies. Donc ça fait qu'à un moment donné, il va y avoir
un choc de réalité, entre guillemets, c'est-à-dire on va vraiment avoir on va à un moment donné voir l'autre tel qu'il est réellement. Et ça, c'est ce qu'on appelle la bulle spéculative de Pragma. Donc, en gros, ça va être le moment où on va passer de je vois l'autre pour ce que, à travers mes projections, à je vois l'autre tel qu'il est vraiment. Dans ce qu'on va voir tout à l'heure, il faut prendre en compte justement cet avant-après pour être sûr de pouvoir accompagner de la manière la plus pertinente. La dimension qui suit, philia, c'est l'amour-amitié. Donc, dans l'amitié, on va retrouver le fun, la complicité, tout ce qui est avoir des choses communes qui nous mettent en joie. Donc, on va y retrouver les moments de qualité à travers nos expériences qui soient joyeuses, drôles, ludiques, les moments de complicité, de jeu, de flirt, où on va venir s'amuser avec la liberté d'exprimer notre grain de folie à la manière d'enfant. Donc, on retrouve la connexion aussi avec Storgé dans le sens où on a besoin justement d'un cadre de confiance, de sécurité pour être encore plus loin dans cette complicité et cette liberté. On a aussi cet esprit d'équipe qu'on a également vu. Donc Alina, plutôt en coaching d'entreprise, mais qu'on retrouve aussi là. Donc l'idée de former ensemble une identité propre. Et on sera animé de nos propres envies, projets, donc individuels. On va se soutenir les uns les autres et aussi communs ensemble. Donc filia. Et donc là, on a vu les 4 dimensions fondamentales de l'amour-désir. Mais on va retrouver également la deuxième dimension fondamentale qu'on avait vue tout à l'heure, à savoir agapé. Donc agapé, pour rappel, c'est l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel sans lequel on va venir consommer l'autre. Donc, si jamais on n'a que des amours-désirs, eh bien finalement, on va venir juste consommer l'autre, on va venir se fâcher quand l'autre ne correspond pas à ce qu'on a envie. On aura un désir sûr plutôt qu'un désir vert, donc ce qu'on avait vu tout à l'heure. Donc ici, l'amour altruiste, ça va être vraiment être les fondations. Voilà, que je sois en relation avec toi ou pas, que tu répondes à mes envies, mes besoins ou pas, merci d'exister. Je suis heureux que tu existes et je n'attends rien en retour. Et tout le reste qu'on va venir construire, c'est un bonus. Alors, le prérequis de agapé, de l'amour altruiste, c'est l'amour de soi. Parce que si jamais je ne m'aime pas suffisamment, eh bien, je ne vais pas moi-même répondre à mes propres joies, répondre à mes propres attentes. Je ne vais pas me donner suffisamment d'importance. Donc, du coup, si jamais je me donne pas l'amour et l'attention qui permettent de nourrir mes envies et besoins, ah bah, du coup, je vais attendre que ça soit l'autre qui le fasse. Et donc, du coup, s'il le fait pas, bah, je vais être frustré. Et si je suis frustré, ça va créer des tensions. Et donc, du coup, ça va venir compromettre cet amour altruiste qui nécessite justement, à la base, l'amour de soi, d'être pleinement autonome dans la réalisation de ses joies, désirs, dans la limite du raisonnable quand on est en relation, évidemment. Et donc, du coup, l'antagoniste, le pire ennemi de l'amour altruiste, c'est la dépendance. Parce qu'à partir du moment où je vais attendre que l'autre puisse nourrir mes joies, mes désirs, eh bien, je vais exercer une forme de pression, une forme d'attente qui va venir faire peser en fait notre désir sûr plutôt que le désir vert. Donc tout ce qu'on a vu, c'était un instrument. Donc petit rappel, la différence entre un instrument et un outil. Un instrument, ça me permet de voir ce qui se passe. Un outil, ça me permet d'agir dessus. Donc du coup, je vous présente le scanner des 5 dimensions d'amour. Donc à partir de ce qu'on a vu, hop, on va avoir un petit exercice qu'on peut faire à notre coaché. Donc, ça peut être aussi bien sur sa relation actuelle, mais aussi sur sa relation, une ou plusieurs de ses ex-relations, parce qu'il a envie et besoin d'y voir plus clair à ce niveau-là. Donc, on va commencer sur les amours-désirs avec Eros. Donc, typiquement, on peut lui demander un certain nombre de questions. J'ai mis quelques exemples pour vous inspirer. Donc, à quel point tu ressens du désir, donc du désir sensuel et sexuel, pour ton partenaire. Donc, l'idée, c'est pas tant de mettre la petite note que la petite phrase qui accompagne, le pourquoi, le qu'est-ce qui est ressenti. Et à partir de ça, déjà, on a des billes pour pouvoir accompagner et renforcer cette dimension-là. Idem pour le partenaire. Donc, si le partenaire est là, effectivement, il peut répondre. Alors, évidemment, l'idée, c'est pas de le faire dans la même séance, c'est
une séance avec l'une des personnes qu'on accompagne, une autre séance avec son ou sa partenaire, d'avoir les différents éléments pour être sûr que la réponse est pleinement authentique. Mais si jamais on accompagne une seule des personnes, eh bien, ce qu'on peut faire, c'est de demander tout simplement à notre coaché de projeter une réponse. Ça peut déjà nous donner des informations intéressantes. Storger, donc à quel point tu te sens en confiance et en sécurité avec lui, avec elle. À quel point tu peux te sentir pleinement toi-même. Tu as cette capacité de lâcher prise dans sa présence. Ou est-ce que tu es plus toujours en tension à se dire, bah, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Non, je vais avoir l'air ridicule. Comment tu évalues ta capacité à partager tes émotions et tes pensées les plus intimes? Est-ce que tu penses qu'elles peuvent être accueillies ou est-ce que, au contraire, va falloir tout calculer, tout peser parce que sinon, ceci, cela. On met un score global et ensuite, donc pour soi, mais aussi pour notre partenaire actuel ou ex-partenaire, qu'est-ce qu'il aurait dit de soi. Et on se fait une petite phrase à chaque fois pour essayer de trouver concrètement sur quoi on peut venir explorer par la suite. Ensuite, pragma, comme on l'a dit, il y a une bulle spéculative, donc c'est après la fin de cette bulle, une fois qu'on est vraiment en authenticité l'un avec l'autre, que l'on voit réellement le partenaire plutôt que nos fantasmes. Eh bien, dans quelle mesure ton partenaire te permet d'atteindre l'équilibre de vie que tu désires? Ton partenaire correspond-il à tes attentes? Donc, à tes attentes légitimes. Donc là encore, petit score, les petites phrases qui vont avec, et ça nous donne des axes sur lesquels on va pouvoir accompagner. Filia, comment tu évalues le partage de ces moments de fun, de loisirs et de complicité que tu peux avoir. Et enfin, la cinquième dimension, celle de l'amour altruiste, donc agapé. Comment tu réagis quand ton partenaire ne répond pas à tes attentes? Donc, je ne parle pas du cadre de la relation. Donc, quand on transgresse le cadre de la relation, c'est un tout autre sujet. Mais, exemple, toi, tu as très envie de manger pizza ce soir, lui a très, très envie de manger chinois ce soir. Bah, du coup, vos envies, elles ne matchent pas. Donc, du coup, comment on fait? Ça, c'est hyper frustrant parce que j'avais envie d'une pizza ce soir. Je comprends pas pourquoi lui, le chinois, il m'embête. Donc voilà, cette situation-là, comment tu réagis quand ton partenaire a des envies qui sont différentes des tiennes? Toi, tu as envie de sortir, aller danser ce soir, et lui, bah, en fait, il y a foot à la télé, donc il a plutôt envie de rester à la maison. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Comment tu réagis? Donc on fait le point à ce niveau-là. Une autre approche qui est utilisée, donc notamment en tantra, c'est de faire le scan à travers tête, cœur et corps. C'est un autre langage de le dire. Donc moi j'aime bien parfois faire les deux de manière complémentaire, en plus du scanner des 5 dimensions d'amour. Donc qu'est-ce que ta tête ressent par rapport à ta partenaire? Qu'est-ce que ton cœur ressent par rapport à ton ou ta partenaire? Et qu'est-ce que ton corps ressent par rapport à l'autre? Donc là aussi, ça peut être une autre dimension. Et quand on a fait ce travail, donc quand on a développé ce scanner, eh bien, on va se retrouver avec des notes un peu par rapport comme les domaines de vie. Et on va pouvoir identifier quels sont les axes prioritaires de travail pour pouvoir nourrir une situation. Parfois, on peut avoir un couple qui vient parce que la flamme d'Eros, en fait, s'est éteinte. Et en fait, quand on travaille, on se rend compte que cet orglet n'est pas présent. Donc, comment avoir une sensualité, une sexualité épanouie quand on se sent pas en confiance? Alors que la dimension héros, c'est justement celle où il est nécessaire de pouvoir pleinement se sentir en sécurité, de s'abandonner l'un à l'autre. Donc, du coup, ça permet aussi d'identifier des schémas de dépendance entre l'un et l'autre domaine pour clairement identifier où est le souci. Parce que Storgé, on n'y pense pas alors que c'est quand même un pilier fondamental. Agapé aussi. Donc voilà ce que j'avais à vous proposer sur le modèle des 5 dimensions d'amour, qui est donc un modèle que j'ai développé pendant ces 14 dernières années, et le scanner des 5 dimensions d'amour qui est associé, que j'ai pu tester à partir des personnes que j'ai pu former, et les personnes qui ont elles-mêmes pu accompagner, et les personnes que j'ai accompagnées aussi. Je fais une petite pause KitKat pour vous demander, est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez envie de me jeter des tomates, courgettes ou toute autre légumineuse? Vous avez le chat si vous avez envie. Moi, j'aurais une petite question pour toi. Avec Euh, plaisir. Tu parlais de ton livre qui va quand même bientôt sortir. Est-ce Mhm. qu'on peut retrouver cet outil-là dans le livre?
Absolument. Donc Et là, d'autres outils. oui, tu auras aussi d'autres outils. Hop, et on retrouve cet outil dans le livre qui fait partie des quelques outils qui sont proposés. D'ailleurs, l'outil que je vais vous présenter juste après est aussi dedans. En tout cas, merci José de ton partage. Et effectivement, j'avais pas encore souligné le fait qu'il y avait mon livre qui sort très bientôt avec toute la méthode que j'ai pu créer depuis 14 ans. Donc merci José de donner l'occasion de vous montrer à quoi ressemble la tête du livre. Est-ce que tu as une autre question? Est-ce qu'il y a autre chose euh, qui, qui est à toi ou peut-être l'un ou l'une d'entre vous? Enfin, l'une plutôt parce que c'est l'intérêt est plutôt féminin sur la question, on dirait ce soir. Oui, il y a une chose, parce que là, peut-être parce que ça fait 2 fois que j'y assiste, Mhm, mais même dans cette présentation-ci, tu sais, tu dis, bon, les gens que j'ai accompagnés, les gens que j'ai formés, les gens. Bon, quand tu parles de gens que tu as formés, est-ce que tu mhm, parles de gens qui t'ont consulté, qui voulaient être accompagnés sur leur relation affective, sur l'amour en général, ou tu parles aussi de thérapeutes qui voudraient avoir, tu sais, en avoir plus, tu sais, qui vont lire le livre avec attention. mhm. Là, je parle pour moi, là, mais je ne peux pas me nommer les autres. Mais, euh, mais tu sais, qu'on puisse avoir plus de la matière. Là. Tu sais, tantôt, tu parlais d'outils, mais tu parlais aussi, je ne me rappelle pas le terme que tu as utilisé, là, tu sais, D'instruments? d'instruments, c'est ça. Mhm. Euh, fait que c'est ça. Tu sais, parce que c'est très visuel. Fait que c'est intéressant, tu sais, parce qu'on voit, tu sais, moi, c'est ça, je suis visuelle et kiné, là. Fait que, tu sais, Mhm. quand je vois ça, ça me parle, tu sais. Génial. Puis c'est ça. Moi, je suis très heureux que ça te parle. Alors, effectivement, quand je parle de coacher, c'est des personnes que j'ai pu accompagner en coaching, mais quand je parle de former, je parle effectivement de professionnels. Donc, il y a surtout des associations qui peuvent intervenir, dans des associations de coachs et de thérapeutes, pour pouvoir partager ces différents éléments. Aujourd'hui, je ne fais pas de formation de A à Z sur le love coaching. Très franchement, je commence à y réfléchir, à y penser, parce que ça me permet de pas forcément être dépendant de structures existantes et d'écoles, mais c'est essentiellement auprès de collectifs et d'associations où j'ai pu qui m'ont demandé d'intervenir sur tel ou tel sujet spécifique. Mais j'ai pas encore construit de programme de A à Z pour pouvoir former sur la question. Mais pour ne rien te mentir, en fait, dans le livre, je donne gratuitement en fait l'essentiel de ça. Tout le savoir théorique en fait il est là. Donc je spoil un peu ce que je vais vous dire tout à l'heure. Mais pour moi, le savoir, il devrait être gratuit. C'est le savoir-faire avec tout ce qu'il peut y avoir d'entraînement et d'encadrement qui peut finalement se nécessiter une école ou une formation. Mais par contre, le savoir, pour moi, tout le monde devrait l'avoir. Et c'est vrai que le livre intéresse davantage des personnes qui sont des professionnels que des personnes qui sont des particuliers, parce que à moins d'être vraiment d'avoir envie de tout savoir sur l'amour et d'avoir cet appétit et cette appétence, eh bien, c'est vrai que c'est plutôt un livre qui est fait pour les coachs et les thérapeutes et les psychologues d'ailleurs. OK, parfait. Merci. Merci à toi. Oui, Alors, du coup, oui, oui, moi j'avais une question avec sur le plaisir. camembert là, avant. Ouais, voilà. En fait, dans le camembert, on voit que il y a des pourcentages des différentes dimensions d'amour. Alors, c'est pas des pourcentages, c'est juste un schéma pour Voilà. illustrer bah, typiquement Agapé, la fondation, donc j'ai mis plutôt en bas. Storgé qui participe aussi à cette fondation-là que j'ai mis en cadran supérieur, même si le souci de ce schéma, c'est que Storgé a l'air plus petit que les autres alors qu'il est tout aussi important. C'est juste que sinon, ça a écrasé un peu Agapé, donc c'est juste Mais un choix en de fait, ouais, design. Storgé, on dirait qu'il fait vraiment partie de Agapé. En fait, ils vont pas l'un sans l'autre, tu veux dire? Alors, les deux sont en fondation, c'est pour ça qu'ils sont plutôt en dessous. Mais par contre, non, Storgé ne fait pas partie d'Agapé, même si ils ont tous un peu des liens les uns avec les autres. C'est vrai que cette dimension de confiance absolue, de capacité à être en lâcher prise avec l'autre,
c'est quand même assez lié à agapé. Mais ça reste 5 dimensions qui sont différentes. Mais c'est vrai que agapé vient soutenir toutes les dimensions, storgé aussi, même si storgé, c'est une dimension d'amour-désir, donc elle peut aussi consumer l'autre si jamais on n'a pas agapé. Je vais prendre un exemple concret. Si jamais je suis pas autonome dans la réalisation de mes propres joies, désirs, parce que je ne m'aime pas suffisamment pour m'accorder l'attention et donc la capacité à nourrir mes propres joies, eh bien, dans cet orgée, eh bien, je vais peut-être chercher à consommer l'autre parce que moi, je suis toujours bloqué en yin et j'ai besoin que l'autre soit en yang pour pouvoir m'apporter ce dont j'ai envie, ce dont j'ai besoin. Je vais pas forcément avoir l'impulsion de répondre à mes propres besoins. Donc, je vais vraiment attendre que ça soit l'autre qui prenne toutes les initiatives. Donc, du coup, Storgé a besoin aussi d'un agapé qui est fort, aussi bien dans l'amour inconditionnel de l'autre, mais aussi dans l'amour de soi, qui permet d'avoir les autres dimensions qui sont saines. Ouais, Exactement. d'accord, je suis tout à fait d'accord. Ok, ben merci Arthur. Merci, avec plaisir. Alors, j'en profite juste pour dire quelque chose d'important, parce que du coup, en 2 heures, je peux pas tout dire. C'est que quand je parle d'amour inconditionnel, c'est l'amour c'est la dimension amour inconditionnel. Ce n'est pas la relation. C'est-à-dire que une fois que la relation, admettons que le cadre de la relation est brisé par l'un ou l'autre partenaire, ça ne veut pas dire qu'on va aimer l'autre ad vitam aeternam. On a une dimension d'amour qui effectivement est inconditionnelle et restera en toute logique tout le reste de sa vie. Mais par contre, l'amour-désir, l'amour que l'on projette vers et avec l'autre, lui est libre de se reconstruire par ailleurs et c'est un choix de pouvoir le focaliser sur l'un ou sur l'autre. Mais voilà, c'est pas parce que je parle d'amour inconditionnel que la relation est inconditionnelle. La relation existe dans un cadre mutuellement construit et consenti. Donc voilà, c'était la petite subtilité que je voulais apporter. Alors, on avance sur les schémas relationnels. Donc, pourquoi on revit toujours les mêmes histoires? L'objectif, ça va être de pouvoir aider, accompagner enfin nos coachés pour les aider justement à ne pas avoir à sortir de certaines boucles euh, qu'ils ne souhaiteraient peut-être pas poursuivre pour aller vers des relations plus stables. Alors, aux racines de nos schémas relationnels, on retrouve notre système de croyance. Donc concrètement, notre système de croyance, il va se baser d'une partie sur quelque chose qui est hérité. Donc hérité par rapport à notre culture, on vit dans notre société avec ses propres, qui a un vecteur de ses propres cultures, valeurs, avec ses mythologies. Donc on retrouve également la dimension qui est cultuelle, spirituelle, propre aux uns et aux autres, mais aussi la télévision et tous les médias que l'on vient consommer qui va venir nous nourrir de croyances culturelles, mais également du transgénérationnel. Donc le transgénérationnel, donc, qui vient de nos parents, nos grands-parents, notre famille au sens large, c'est parfois des choses dont on peut totalement avoir conscience parce que on nous a transmis, admettons, des dictons, des croyances, on nous a transmis des comportements qu'ils ont pu incarner, parfois de manière consciente et parfois de manière, et souvent même de manière totalement inconsciente. C'est-à-dire que peut-être que je vais dire une bêtise, votre arrière-grand-mère a vécu quelque chose dans sa vie amoureuse qui lui a inscrit une croyance. Et cette croyance-là, même si elle n'est pas exprimée chez vos parents, eh bien, c'est quand même déroulé, c'est quand même transmis d'une manière inconsciente, d'une manière qui n'a pas été dite clairement, une manière qui n'a pas été clairement exprimée par les faits, les gestes, parce que ils souhaitaient peut-être corriger les erreurs de leurs parents. Mais finalement, il y avait une empreinte qui, d'une manière ou d'une autre, est arrivée jusqu'au bout. Donc, d'où le travail qui est une discipline à part entière, le transgénérationnel, qui permet de détecter justement ces éléments-là, ces croyances-là, et de venir les guérir, et aussi apporter de la lumière et de la conscience sur les héritages de croyances culturelles. Et la deuxième grande famille de croyances, c'est les croyances qui sont acquises. Donc là, très concrètement, j'ai acquis des croyances avec ma relation directement avec mes parents, avec ma mère, avec mon père,
dans ma relation, j'ai eu des croyances qui sont venues se construire. J'ai aussi vu ce qui s'est passé dans la relation entre mes parents. Donc ça, c'est aussi venu construire d'autres croyances. Et aussi, on va avoir les premières expériences amoureuses que j'ai pu avoir. Donc la première en général est la plus riche en termes de croyances construites, mais tout au long, eh bien, on va y avoir plein de petites croyances qui vont se mettre en place. Et donc tout ça, ça va créer un système de croyances. Et donc l'impact, c'est qu'on va choisir certains partenaires, on va être plus attiré par certains partenaires plutôt que d'autres. On va rencontrer nos partenaires d'une manière plutôt qu'une autre. Peut-être qu'on va nous-mêmes aller en avant pour aller choisir un partenaire plutôt que, ou peut-être qu'on va uniquement se laisser choisir par un ou une partenaire. Donc, nos schémas relationnels vont venir déjà faire en sorte que la personne qui sera dans ma vie sera peut-être plutôt comme ci ou plutôt comme ça. Ensuite, dans la relation, on va aussi avoir nos croyances qui vont biaiser nos interprétations. Par exemple, une personne, alors moi je suis le roi du retard. Le seul moment où j'ai été en avance dans ma vie, c'était à ma naissance. Je suis arrivé avec un mois d'avance et depuis je suis en retard partout. Donc pour certaines personnes, eh bien le retard c'est vécu comme un manque total de respect. C'est quelque chose qui est ouh là là, il me prête absolument aucune attention, etc., etc. Alors que, bah, en fait, peut-être que ça n'a absolument rien à voir. Peut-être c'est la personne qui est totalement créative et désorganisée. Je réponds présent. Bref, donc il peut y avoir l'interprétation, tout simplement, de ce que l'on perçoit dans la relation. Il peut y avoir. J'ai un exemple rigolo récemment avec un couple dans lequel l'un des partenaires était à chaque fois hyper tendu dès que sa partenaire disait j'avoue. J'avoue qui est, alors je sais pas si José, t'as ça outre-Atlantique, mais c'est une expression pour dire ok, d'accord, enfin pour acquiescer ce que dit l'autre. Ok, bah j'avoue. Et donc c'est une expression française. Et il s'avère que dès que l'autre entendait ça, bah, en fait il se tendait, il s'énervait. Et donc, du coup, en creusant, eh bien, en fait, on s'est rendu compte que dans son enfance, eh bien, il avait un cousin qui, en fait, disait, j'avoue, à chaque fois qu'il voulait se fiche de lui en disant, bah oui, tu me dis ça, mais en fait, ce que tu es en train de dire une évidence, t'es un peu con. C'était la manière dont c'était utilisé. Et donc, cette association-là, qui était inconsciente et qui est venue remonter à la surface, a fait que il interprétait le signe de je suis d'accord avec toi et c'est OK par un acte d'agression de je me fiche de toi. Donc là, ça montre à quel point on peut avoir parfois des croyances toutes bêtes en termes de comportement, en termes de mots, en termes de posture, qui peut totalement biaiser notre interprétation de la réaction dans une relation et aussi du coup nos réactions. Parce que comment je vais répondre à une situation comme ça? Et là, je vous laisse imaginer la relation où quand la partenaire lui dit bah, je suis d'accord avec toi, eh ben, l'autre il s'énerve. Donc voilà, ça peut amener à des situations cocasses. Donc, l'importance de faire remonter nos croyances, nos interprétations, qui vont venir conditionner nos réactions. Et enfin, on va avoir bien évidemment nos différentes dynamiques internes, nos blessures à travers nos traumas, notamment, qui vont faire qu'on va réagir plutôt d'une manière ou d'une autre. Typiquement, sur les schémas d'attachement que vous connaissez certainement, même si on pourra les développer, donc les évitants, les anxieux, etc., eh bien, on peut se retrouver avec des personnes qui, lorsqu'il y a un souci, vont complètement s'oublier et vont venir dire je suis d'accord, je suis désolé, et vont totalement se plier aux quatre volontés du partenaire. Et inversement, dans l'extrême inverse, eh bien, on va avoir une personne qui, au moindre souci, va partir en courant. Et tout ça, toutes ces dynamiques-là, viennent à travers les différents traumas, nos blessures, donc les blessures de l'âme de Louise Bourbeau pour ceux qui connaissent. Donc, c'est un ensemble de choses qui fait qu'on va réagir d'une certaine manière et qu'on va développer un certain nombre de schémas.
Il y a aussi le Tao du couple. Je vous ai un peu spoilé ça tout à l'heure, mais c'est un sujet qui est assez riche avec, on va venir regarder à l'intérieur de soi la danse entre nos énergies yin et yang. Et si jamais on a du mal avec l'une de ces énergies, ce qui est souvent le cas, et bien là aussi, ça va venir biaiser nos schémas, nos relations, et on va se retrouver dans des boucles où les choses vont toujours se retrouver. Donc voilà à peu près les principales conséquences. Donc, ce que je vous propose, c'est un exercice pour pouvoir identifier ces schémas. Donc, l'objectif, c'est tout simplement d'inviter votre coaché. Alors, l'idée, c'est de le faire le premier ensemble et ensuite de le donner en homework. Donc, on va faire 4 colonnes principales, le début de la relation, les moments clés, la dynamique globale et la fin de la relation. Donc, évidemment, celle-là, pas pour la relation actuelle. Et ensuite, on va détailler les différentes relations, relations 1, 2, 3, 4. L'idée, c'est d'en faire une liste. Alors, si jamais la personne a enchaîné des relations que l'on qualifierait de très, très éphémères, eh bien, vous pouvez regrouper en une seule pour avoir vraiment, pour économiser de l'espace. Mais l'idée, c'est d'avoir toutes les formes de relations malgré tout, même si c'est des relations éphémères, de les noter quand même, parce elles peuvent avoir des choses qui sont signifiantes. Pourquoi on fait cet exercice? Alors là, c'est le moment où on doit lire les crottes de mouche à l'écran parce qu'il y en a pas mal. Eh bien, sur le comment démarre la relation. Donc, on commence à interroger le coaché sur pourquoi tu choisis cette personne plutôt qu'un autre. D'ailleurs, est-ce que c'est toi qui l'as choisi ou est-ce que tu te laisses choisir? Comment se passe la première approche? Moi, par exemple, il y a plusieurs années, dès qu'une femme pouvait me plaire, je fuyais le plus loin possible. Donc, du coup, c'était une approche pas forcément très très performante, hein, on va pas se mentir. Mais du coup, comment se passe la première approche? Est-ce que je suis moteur? Est-ce que je suis neutre, accueillant? Est-ce que je suis plutôt réfractaire? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? De quelle façon on se met en relation? Qui prend l'initiative? Donc voilà, tous ces éléments-là sont intéressants à prendre. Quel est aussi le contexte? Peut-être que je rencontre les personnes toujours de la même manière, au même endroit. Tout ça, c'est intéressant. Ensuite, quels sont les moments clés de la relation et quelles sont les dynamiques? Donc, typiquement, est-ce que tu es plutôt fusionnel, évitant? Est-ce que l'un dépend de l'autre? Est-ce que les deux dépendent l'un de l'autre? Est-ce que l'engagement dans la relation a l'air égalitaire? Est-ce que l'attachement l'un à l'autre dans la relation semble égalitaire? Euh, Lorsque les tensions apparaissent, comment elles apparaissent? Quels sont les déclencheurs de tension en général? Comment elles sont exprimées? Est-ce que les deux l'expriment d'ailleurs? Ou est-ce que ensuite comment c'est géré? Est-ce que l'un ou l'une va totalement s'effacer pour laisser l'autre pour chercher la paix dans la négation de soi finalement? Ou est-ce que au contraire l'un va être plus euh, dans le feu, entre guillemets. Est-ce que l'intelligence émotionnelle fait son œuvre avec la communication non violente? C'est l'objectif d'aller plutôt sur ça. Donc voilà, essayez de comprendre un peu ce qui se passe. Sachant que il n'y a pas de bien ou de moins bien. Parfois, on observe que dans les relations qui sont les plus éphémères, c'est là où les conflits sont les mieux gérés. Là aussi, ça peut être un signe de quelque chose d'intéressant. Donc, pour l'instant, on prend juste l'information. Ensuite, qui est moteur dans la relation? Qui est plutôt suiveur? Donc là, on retrouve un peu ce qu'on a pu aborder avec le Tao du couple. Et enfin, comment se termine la relation, donc pour les anciennes relations, donc qui a pu rompre, dans quelles conditions, comment, à quel moment de la relation, qu'est-ce qui s'est passé. Donc avec tout ça, on va pouvoir construire ce schéma. Et une fois qu'on a ça, comment on va l'utiliser? Alors si vous voyez exercice 3, c'est pas totalement innocent parce qu'en fait, ça fait partie d'une séquence d'exercices sur les schémas et vous l'avez dans le livre. On va y revenir. Donc, du coup, on va voir que ces relations-là, elles vont avoir des récurrences. Que la relation avec Géraldine correspond exactement à la relation qu'il y a pu y avoir avec Bernadette. Mais par contre, avec Rosalita, il s'était passé quelque chose de différent. À peu près la même chose qui s'est parlé avec Bénédictine. Donc, du coup, une fois qu'on identifie les différents schémas
et les différents types de schémas, on peut se dire, bon, eh bien, dans telle et telle relation, j'étais plutôt sur un schéma 1. Ensuite, j'étais peut-être sur un schéma numéro 2. Et j'avais aussi peut-être un schéma numéro 3. En général, il y en a 2 ou 3 maximum. Et là, on peut se demander, ce schéma-là, à quel moment il se déclenche? C'est quoi ces déclencheurs? C'est quoi ces points communs? Qu'est-ce qui fait que ce schéma-là va venir se mettre en place? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Et là, on peut aussi se poser des questions pour essayer de discriminer ces schémas-là. Avec quel profil de partenaire il se passe plutôt telle ou telle chose? Quelle est la spécificité de telle ou telle relation où il va se passer ça? Peut-être que le mode de rencontre aussi va changer la manière dont ça va se mettre en place. Il n'y a pas forcément un rapport de causalité immédiat, mais déjà, ça va permettre de comprendre pourquoi il y a plutôt tel schéma ou plutôt tel autre qui va venir s'exprimer. Donc, avec cet exercice-là, vous avez quelque chose de particulièrement puissant qui vous permet déjà, c'est pour ça que je vous ai donné celui-là plutôt que les autres, parce que il vous permet de faire remonter l'expression des schémas, même si on n'a pas encore les causes, et de commencer à pouvoir travailler. Pour les causes, vous avez la maïeutique, donc ce qu'on utilise en coaching, le pourquoi, le travail sur la remontée de niveau logique, qui permet aussi d'en chercher les causes. Mais là, vous avez un outil qui est particulièrement puissant, qui permet d'identifier les différents types de schémas. Pour vous donner un exemple pratique, on peut avoir des personnes qui ont une relation extrêmement calme, extrêmement sereine, avec très peu de tensions, des tensions qui sont gérées avec beaucoup d'intelligence, etc. Et des relations qui sont longues, mais dans un contexte de relation où le partenaire a été choisi par défaut parce que ça ne correspond pas pleinement à ce que la personne veut. Donc on se rend compte que la raison pour laquelle les tensions sont faibles, c'est pas parce qu'on a une grande intelligence émotionnelle dans la relation, mais c'est parce que la relation, finalement, l'engagement de notre client est assez faible. Donc, ça permet de discriminer un type de relation qui est plutôt par défaut, par exemple. Là, je pense à l'une de mes coachées quand je vous dis ça. Et inversement, on peut avoir des relations où il y a un très, très fort engagement et donc, du coup, de très, très forts enjeux. Donc, du coup, les tensions sont très, très mal gérées et ça peut être assez flamboyant quand on n'a pas les outils de la communication non violente. Donc voilà un peu pour avoir une idée de ce qu'on peut venir explorer avec ces différents schémas qui permettent d'identifier qu'est-ce qui se passe avec tel ou tel type de partenaire, euh, d'où vient ma posture, quand je réagis de telle ou telle manière, d'où est-ce que ça vient, etc., etc. Donc voilà pour cet outil. Est-ce que vous avez des questions avant que l'on passe à la dernière partie? Il y a peut-être J'essaie de surveiller. une petite Mhm. chose vite, vite, vite. Est-ce que quelqu'un qui est dépendant affectif, je veux dire, il va s'en rendre compte à partir d'un tableau comme ça, mettons? Ça peut faire partie des éléments qui permettent d'en prendre conscience. La dépendance affective, bah, si tu veux, on pourra aussi faire un petit focus sur la masterclass 2, pourquoi pas. Enfin, si c'est quelque chose que tu souhaites et que d'autres personnes souhaitent aussi, on pourra voir dessus. Mais en gros, la dépendance affective, pour aller très vite, c'est j'ai besoin d'une autre personne pour pouvoir gérer mes émotions et pour pouvoir aussi gérer mon estime de moi-même. J'ai besoin de ce regard extérieur. C'est totalement normal chez l'enfant, parce qu'il est régulé par ses parents, mais à un moment donné, quand on n'arrive pas à avoir cette indépendance, entre guillemets, cette autonomie, c'est le terme juste, à l'âge adulte, eh bien, on compte finalement sur d'autres pour pouvoir réguler ses propres émotions et réguler son estime de soi. Et donc, en général, ça se passe à travers les relations amoureuses. Donc du coup, et c'est pour ça aussi qu'on est prêt à se jeter dans n'importe quelle relation parce qu'on a besoin de ce modérateur et de ce soutien émotionnel et d'estime de soi. Donc c'est l'une des causes principales de la dépendance affective. Et oui, là, on le voit parce que typiquement, si entre les relations, on voit qu'il n'y a jamais d'espace de respiration, il n'y a pas de deuil qui est respecté, que en général, le dépendant affectif a tendance alors pas toujours, mais en général, à s'effacer quand la relation est à risque pour justement ne pas la perdre. Tout ça, on peut le détecter à travers les différents schémas qu'on vient analyser.
Merci. Yes, avec plaisir. Alors, là, je vous ai fait un titre hyper flamboyant, mais qui est plus théorique, parce que les différents secrets, c'est-à-dire les actions concrètes à mettre en place pour une relation durable, on le verra dans la masterclass 2, mais je voulais vous faire déjà un petit overview pour voir concrètement c'est quoi le secret d'une, entre guillemets, relation durable. Vous vous rappelez du schéma d'Hudson. On l'avait vu tout au début de notre masterclass. On l'avait revu sur les transformations. En fait, l'idée, c'est que la relation, c'est un pont entre deux âmes qui sont en évolution. Imaginez un peu deux rives avec un pont qui les relie. Si jamais les rives bougent, le pont qui est fixe, solide, bah, du coup, il s'effondre. Parce que c'est un pont qui est fixe. Donc, du coup, l'idée, c'est que la relation, c'est un pont qui est entre deux âmes en évolution. Donc, pour que le couple dure, bien souvent, il y a deux solutions possibles. Je ne vais pas vous spoiler, il y en a une qui est légèrement meilleure que l'autre. La première, c'est que les partenaires se bloquent. Ils bloquent leurs évolutions pour correspondre à la relation co-créée. Donc, on s'enferme dans le rôle qu'on s'est construit dans notre relation en se disant, si je change, en fait, l'autre ne va plus m'aimer. Si je change, eh bien, la relation ne sera plus possible. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve, c'est une croyance inconsciente. Donc je l'ai jamais vu consciemment chez des personnes que j'ai pu accompagner, même si très rapidement on peut le faire remonter à la surface, où les personnes en fait se bloquent et s'oublient elles-mêmes au service de, pense-t-il, de leur relation. La deuxième solution, donc j'ai pas tendance à être absolu dans mes formulations, mais la bonne, en l'occurrence, c'est que les deux pleinement évoluer, être dans leur liberté, et c'est la relation qui vient se réinventer en permanence. Donc là, l'idée, c'est que on vit tous individuellement nos cycles d'Hudson, donc dans chacun de nos domaines de vie, dans chacun des sujets, et plus globalement dans nos vies. Et notre partenaire aussi. Au fur et à mesure, on va venir évoluer. Et en réalité, la relation elle-même n'est pas une relation qui est fixe, mais une relation qui va se réinventer. Deux personnes qui vont passer 40 ans ensemble, eh bien, ne vont pas passer 40 ans dans la même relation. Ces personnes-là vont passer 40 années dans une relation, puis encore une autre, puis encore une autre, au fur et à mesure où elles vont évoluer. Elles vont évoluer dans qui elles sont, dans ce qu'elles ont envie, dans ce qui les met en mouvement, dans ce qui les met en joie, dans ce qu'ils attendent. Donc le secret d'un couple durable, c'est que ce n'est pas que une relation, mais c'est une succession de relations. On va à chaque fois venir se resynchroniser. Et donc, justement, pour se synchroniser, il y a un outil qui nous vient du Tantra, qui s'appelle de Love Talk. Donc, le Love Talk, c'est de se poser la question, donc chacun dans son coin, par écrit. Parce que si on est l'un avec l'autre, eh bien, on a tendance à limiter nos réponses par écrit, parce que ça permet de les figer, de pas se dire, bon, bah, ça, je vais le mettre sous le tapis finalement à la dernière minute, pour être pleinement authentique et en intégrité. Euh, c'est de se poser les quatre questions suivantes. De quoi j'ai envie? Quelles sont mes envies dans la relation? Quels sont mes besoins dans la relation? Ce dont j'ai besoin pour que ça puisse fonctionner? Quelles sont mes peurs? Et enfin, quelles sont mes limites? Ce après quoi la relation pour moi ne peut plus fonctionner. Donc, euh, donc, en se posant la question, quelles sont mes envies, mes besoins, mes peurs, mes limites, au fur et à mesure où on avance, on peut venir se resynchroniser dans la relation et redessiner des ponts d'envie entre les uns et les autres, donc de joie, redessiner également les différents besoins qu'on peut avoir. Peut-être que mes besoins ne sont pas les mêmes que ceux que j'avais il y a 6 mois. Identifier les peurs, parce que les peurs peuvent toujours surgir au fur et à mesure. Donc, de quoi j'ai peur en ce moment et surtout de quoi j'ai besoin pour qu'on puisse répondre à ces peurs et quelles sont mes limites. Peut-être que mes limites aussi ont évolué, en plus ou en moins. Peut-être que donc voilà, il peut y avoir plein de domaines où ça peut s'appliquer. Et une autre envie, enfin un autre schéma par lequel on peut le voir, c'est tête, cœur, corps. On le retrouve encore. C'est encore une fois, c'est un outil du tantra que j'utilise beaucoup. Donc là, on se connecte. Quelles sont mes envies par rapport
à ma tête. Donc, quelles sont les envies de ma tête par rapport à l'autre dans la relation? Quels sont les besoins, les peurs, les limites de ma tête? Quelles sont mes envies, besoins, peurs, limites de mon cœur? Et quelles sont mes envies, besoins, peurs et limites de mon corps par rapport à l'autre? Ça permet d'éclairer et d'être encore plus puissant dans l'exercice. Donc voilà sur le fond de ce que j'avais envie de vous partager. Et là, du coup, je vais aller très très vite sur la suite. Donc, sachant que là, on a vu l'ensemble du fond. Donc là, pour vous parler un peu plus de la suite, ce que je vous propose, c'est une deuxième masterclass, toujours gratuite, parce que ça me fait plaisir, parce que j'ai envie de vous partager des choses, sur donc, le modèle de l'attraction. Donc le modèle de l'attraction, il en existe deux principaux aujourd'hui en psychologie. Donc je vais rapidement vous en parler, mais je vais surtout vous présenter le modèle de l'attraction que j'ai passé 14 années à construire, qui consolide en fait les forces et les faiblesses de chacun des modèles existants aujourd'hui. Le flirt, je vais vous en dire un peu plus. C'est quoi le secret d'un désir cette fois-ci? Non pas d'une relation, mais d'un désir durable, parce qu'on a vu qu'Eros c'était la dimension la plus importante. On a vu qu'au bout de 3 ans et demi, elle vacille naturellement et biologiquement. Pourquoi et surtout comment faire en sorte que ça dure? Et ensuite, j'écoute aussi vos envies. Donc, si vous voulez, on va grouper ça à la fin. Vu l'heure, je vais pas faire une pause ici, mais plutôt à la fin pour pouvoir accueillir l'ensemble de vos envies, d'autres sujets que vous aimeriez voir dans cette masterclass numéro 2. Donc, les clés de la transformation que je vous invite en termes de focalisation dans vos accompagnements, c'est de toujours penser tête, cœur, corps. Ça permet vraiment de pouvoir accueillir le questionnement et les ressentis à travers ces trois pôles qui sont très intéressants. Et ce qu'on appelle en tantra les trois clés, eh bien, c'est la manière dont on peut venir exprimer ce qui vient à nous. Donc, ça passe par le souffle. Donc, les personnes qui sont notamment sophrologues ou peut-être pratiquent le yoga ou ces pratiques-là savent à quel point le souffle est un modérateur d'émotions et permet aussi d'exprimer des choses. On retrouve également le mouvement. Donc, j'utilise énormément la danse intuitive. Pour moi, c'est l'un des outils de guérison et de transformation les plus puissants qui existent. Et également, on va venir utiliser la voix. Donc la voix, pas au sens parlé, mais il peut y avoir des expressions, parfois même crier pour libérer certaines choses, etc., qu'on peut retrouver en Rebirth. C'est les trois techniques clés qu'on peut retrouver en tantra, que je vous invite aussi à venir explorer en accompagnement. Donc le mouvement, le souffle et la voix. Donc, ma vision, c'est que ce savoir devrait être accessible à tous. Donc, je me rappelle notamment d'une personne auprès de qui je me suis formé il y a très 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 longtemps. Je mets juste ses premières lettres de prénom, premières lettres de nom de famille, mais je le nommerai pas. À qui j'avais dit, bah voilà, tes connaissances sont extraordinaires, faudrait que tu puisses les partager plus largement. Aujourd'hui, il faut payer un séminaire à 600 € la journée, avec bien souvent de très très nombreuses journées pour acquérir le niveau de compétence. Aujourd'hui, c'est hors de prix. Pourquoi tu écris pas un livre pour que tout le monde puisse en bénéficier? Sa réponse, c'était tout simplement de dire, bah écoute, t'étais gentil, mais t'es un peu bébête. Pourquoi tu veux que je donne pour un livre qui va se vendre 30-35 € l'équivalent de plusieurs milliers d'euros de formation? Ce serait totalement stupide et je me tirais une balle dans le pied. Il s'avère que moi, mon envie, c'est que ce que j'ai pu acquérir en 14 ans de formation, d'expertise, d'expérience et plusieurs milliers d'euros de formation, eh bien pour moi, le savoir, il devrait être gratuit. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai écrit un livre où, en toute transparence, je pense que je dois toucher à peu près 2,50 € par livre. Sinon, vraiment, l'idée de pouvoir offrir ces connaissances à tous, que ce soit des professionnels de l'accompagnement, mais aussi tout simplement les clients, parce que le Arthur qui avait 25 ans et même le Arthur qui avait 20 ans, eh bien, il aurait rêvé d'avoir ce livre-là. Cette envie, cette passion s'est transformée en projet de vie. Et j'ai envie que les personnes qui peuvent, à un moment donné de leur vie, se poser des questions puissent le trouver. Donc, ce qu'on retrouve dans ce livre, c'est 5 chapitres. Le premier, c'est une histoire d'amour. Donc, concrètement, on va partir de l'apparition du vivant. Donc du coup, navré pour le petit souci sur la fin de la masterclass.
Donc une histoire d'amour, c'est concrètement voir à travers le développement nos ancêtres tétrapodes, mammifères, les différentes évolutions du genre Homo jusqu'à nous aujourd'hui. Eh bien, qu'est-ce qui est venu conditionner, créer, façonner en fait le sentiment amoureux? Je pense que utiliser le chronologique, c'est la meilleure manière de voir les différentes strates en fait inconscientes qui se sont construites dans notre relation à l'amour. Ensuite, on arrive sur le chapitre 2, le plus costaud, le plus gros. Donc, c'est quoi l'amour? Donc là, on va observer vraiment tous les mécanismes un par un. On va y aller step by step. Pour vous donner un exemple, cette double page, c'est l'équation du sentiment d'amour. Donc, j'ai un peu masqué l'équation du sentiment parce que même si c'est déposé INPI, etc., je préfère que le livre sorte avant de le communiquer plus largement. Mais tous les concepts, on va y aller de manière progressive, step by step, pour que vous puissiez devenir les experts de qu'est-ce que c'est que l'amour. Ensuite, la question de l'éveil, comment je fais pour rendre conscient tous les mécanismes inconscients à l'intérieur de moi. Aussi, aider la personne à guérir ses schémas, prendre conscience de ses valeurs, ses croyances, si nécessaire, les réécrire d'une manière plus aidante, plus soutenante. Si on aborde la question du deuil, de l'empuissancement, comment je fais pour être plus en joie, pour pouvoir être plus aligné avec mes différents projets. Ensuite, l'art de la rencontre, donc concrètement soutenir la personne ou tout simplement le lecteur pour avoir des rencontres plus heureuses, plus joyeuses, plus saines, plus alignées, mais aussi les pièges principaux dans lesquels on pourrait être tenté. Je vous donne aussi toutes les astuces, les techniques qui sont utilisées par les séducteurs au sens manipulateur du terme pour justement pouvoir s'en prémunir. Et enfin, l'art de la relation. On va voir ensemble tous les éléments, comment faire en sorte que le désir soit durable, comment faire pour ritualiser, ce qu'on connaît déjà, nous, comme Coachina avec l'arrosage automatique, mais on va aller plus loin dans comment on fait pour des exercices concrets qui permettent de construire un système d'arrosage automatique. On va aller aussi sur des sujets où j'ai un peu plus de pudeur à aller, donc la sensualité, la sexualité, concrètement. Qu'est-ce que c'est que la libido? Comment ça vient se nourrir? Quels sont les éléments biologiques qui permettent de soutenir et de la nourrir? Quelle est la différence entre libido et désir vers l'autre? Là encore, il y a des différences, des manières différentes de venir la nourrir. C'est quoi le mariage aujourd'hui au XXIe siècle et comment le soutenir et faire en sorte que ça se passe dans les meilleures conditions et à quel moment c'est juste de se dire, ah tiens, là je pense qu'on peut avancer. Voilà, c'est tous les sujets qui sont venus traiter. Vous y trouverez également les sources scientifiques et académiques qui viennent soutenir les différents éléments. Donc, la proposition que j'ai à faire, ce serait de créer du contenu commun, tout simplement pour que la sortie du livre puisse être visible, mais aussi partager et mutualiser nos différentes visibilités. Et ce que je peux aussi vous proposer, si vous en avez envie, c'est que Amazon a un programme qui permet de toucher des commissions, des pourcentages sur des liens que l'on peut partager. Et donc, ça s'appelle Amazon Partner. Et donc, du coup, si vous avez envie de partager auprès de votre communauté ce livre, eh bien, vous êtes les bienvenus et ça vous permettra de gagner, il me semble que c'est quelque chose comme 1 ou 2 € par livre vendu. Donc voilà, si ça touche un certain nombre de personnes dans votre communauté, ça peut commencer à faire des revenus plus ou moins rigolos selon le volume de personnes. Donc, si vous avez envie de rejoindre cet élan, si le sujet vous intéresse, donc il y a un premier QR code qui vous permet tout simplement de vous poser des questions du type comment vous souhaitez qu'on reste en lien, est-ce que le sujet vous intéresse, donc ce genre de choses, pour que le lien soit maintenu. Et le deuxième QR code, c'est si vous avez cet appel, cette envie d'être ambassadeur du livre, eh bien, c'est tout simplement, ça vous amène au lien de Amazon Partners qui est un programme sur lequel il faut tout simplement, entre guillemets, candidater, même si tout le monde est très facilement accepté, qui vous permet ensuite de dire, bah, tel produit, je vais créer un lien personnel qui fait que quand je le partage et quelqu'un achète à partir de ce lien, eh bien, vous recevez votre commission. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est que les différentes interviews que je suis en train de réaliser, l'objectif, c'est de pouvoir les diffuser le 12, donc le 12 février, la sortie du livre. Comme ça, on pourra créer un petit happening autour de ça. 12 au soir, où d'ailleurs, il y a un événement public qui est organisé.
Donc, la deuxième masterclass, donc la suite de celle-ci, aura lieu le 11 février. Donc, on va voir un certain nombre de choses qu'on a déjà évoquées. Donc, le désir durable aussi, c'est quoi les différentes mécaniques de l'attraction de l'attirance qu'on peut avoir. Et ensuite, un événement public que je suis en train de préparer avec des intervenants qui viendront s'amuser avec nous. Donc, le 12 février, jour de la sortie du livre. Et c'était la dernière slide, parce que là, on commence la deuxième masterclass. Et vu l'heure qu'il est, on ne va pas enchaîner. Merci d'avoir été là, que l'on puisse s'être amusé ensemble. C'est la fin du contenu. Et donc, du coup, ça sera l'occasion pour moi de me taire un peu et de vous écouter pour vos questions.